Moi, je vais peut-être essayer de faire plus court. Oui, on va faire sur 20 minutes. Hein. Voilà, on se retrouve toujours sur ce live one-to-one pour continuer à parler e-commerce, commerce unifiant. Il y a un instant, Yann Rogers, vous pouvez bien entendu retrouver toutes ces séquences en replay, mais là c'est le live, c'est le direct pour toute la journée. On va poursuivre avec Sonia Mama qui est restée avec nous, directrice des one-to-one. On va reparler d'un nouveau concept, vous allez voir, le one-to-one insight. Et puis avec nous également Fabien Romino, bonjour. Bonjour. Fabien, merci d'être avec nous, fondateur de Thrive & Co, qui travaille justement sur l'animation de ces One-to-One Insights. Alors pour comprendre tout ça, bien, je vais laisser Sonia nous expliquer un peu. C'est un think tank, hein, vraiment, c'est comme ça qu'on peut le définir. Absolument. Donc en fait, pendant l'ensemble de nos événements physiques, on donnait l'opportunité aux marques de pouvoir se rassembler donc, entre pairs sur des sujets, des thématiques définies. Et ce qui permettait finalement d'avoir déjà un partage d'expérience ou de poser les bonnes questions, mais entre pairs uniquement. En fait, les choses ont évolué. On a eu énormément de demandes sur le sujet, d'où la réflexion et le lancement aujourd'hui du One-to-One Insights, qui est un think tank que l'on mène en collaboration donc, avec Fabien donc, de Thrive & Co. Il vous en dira un petit peu plus par la suite. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir sortir par la suite un manifeste. Donc dans un premier temps, donc des réunions étaient prévues avec un certain nombre de personnes pour réfléchir justement sur ces thématiques. La situation a fait que, étant donné le temps très très court sur lequel on a dû s'ajuster, on a procédé un tout petit peu différemment, mais qui est quand même une très bonne lancée finalement de ce qui se projette à l'avenir. Sonia, il y a quelques modalités pour y participer. Voilà, est-ce qu'il y aura plusieurs saisons? Voilà, nous dire un peu très rapidement, même si avec Fabien on va revoir un peu comment tout ça est animé. Oui, absolument. Donc il y aura plusieurs sessions qui vont être organisées pendant l'année, puisque bien entendu les sujets vont évoluer aussi avec l'actualité. Aujourd'hui, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a un vrai besoin de partage d'expériences vécues. Chacun a des problématiques clés qui sont finalement assez communes entre chacun des retailers et surtout en fait pendant cette période inédite que nous avons tous traversée avec le Covid. Alors je tiens à remercier particulièrement là aujourd'hui le comité éditorial de l'événement qui a participé finalement à ces interviews on the spot qui ont été faites vraiment dans les derniers jours. Et donc, notamment Nathalie Bala, CEO de La Redoute, Bastien Ginet, qui est en charge de l'innovation chez Cdiscount, Bruce Wang, qui est en charge de la communication de canaux et data chez Orange, Olivier Le Garland-Tézec, qui est en directeur des partenariats chez LVMH, Thierry Lernon, qui est le directeur marketing data et customer experience chez But, Édouard Demiolis, qui est directeur digital data et customer experience du groupe Deleuze, et enfin Romain Rouleau, qui est le directeur marketing digital et client chez Kingfisher. Donc, merci à tous. Alors, en fait, vous allez voir avec cette interactivité, on va vous poser un certain nombre de questions, c'est-à-dire qu'en fait, les mêmes qui ont été posées aussi au sein du comité. Donc, pendant la discussion, vous allez voir un certain nombre de questions qui vont apparaître sur votre onglet de droite voter. Et votre contribution, déjà, en répondant à ces questions-là, vont permettre finalement d'alimenter aussi
le insight, le manifeste que l'on va sortir par la suite. Voilà, et n'hésitez pas à interagir. Vous avez vu la petite vidéo passer pour comprendre un peu le système. Vous l'avez compris, c'est très très simple. Vous allez dans la session. Là, on est dans cette session de discussion avec Fabien et Sonia. Vous cliquez, vous votez, vous donnez vos mots-clés. Enfin voilà, vraiment, c'est ce côté interactif. Et cette interactivité, elle est encore plus forte pour ce One-to-One Insight. Alors, Fabien, merci d'être avec nous. Fabien Romino, donc fondateur de Tribe & Co. Vous allez animer, c'est vous qui allez animer ce think tank un peu différent des think tanks classiques, mais justement, on entre, est-ce qu'on entre dans une nouvelle ère pour faire ces think tanks? Est-ce qu'on entre pour vous dans une nouvelle ère ou alors est-ce qu'on est dans une accélération de l'ère précédente? Alors écoutez, avant de répondre à cette question qui est le cœur du sujet dont on a pu débattre avec les 7 personnes que nous avons interviewées, c'est vraiment là ce que je vais partager avec vous, des éléments d'ancrage, c'est un peu comme des drapeaux sur un terrain de golf, sur un parcours de golf, pour évidemment caractériser et densifier au travers des contributions de l'ensemble de la communauté qui viennent d'être évoquées par Sonia et au travers des différentes rencontres qui seront programmées par le think tank, avec le think tank, de rentrer dans plus de substance, plus de détails. Là, on a conduit cette interview. Merci infiniment à tous ceux qui nous ont accordé une demi-heure, une heure de leur temps. Il faut le rappeler, qui connaissent bien tous ces univers, évidemment. Et c'est un élément de lancement dont moi je tire. Alors, est-ce que c'est une nouvelle ère ou pas? C'était la première question. Finalement, on a voulu essayer de l'essorer un petit peu parce qu'elle est épuisante, cette question. Ça fait combien de temps? 6 mois que vous la posez tous les jours? C'est comme le monde d'après. Ouais, un peu de choses près, voilà. Donc, moi, ce que j'en retire d'abord, j'ai eu 7 personnes d'une extraordinaire humilité devant moi. Ils prennent des décisions tous les jours, ils sont en très forte responsabilité. Ils jouent avec des budgets et des paris dont ils me disent certains seront gagnants, d'autres seront perdants. Extraordinaire. Humilité absolument remarquable, fondée sur des shifts, des swings, si on reprend Gainsbourg, des uppercuts, des transformations, des comportements de consommation dont on n'avait jamais vu une telle réalité. Et puis des équipes aussi qui vivent la même chose que les clients, parce qu'on était tous dans ce même confinement, dans cette même crise. Donc là aussi, il faut servir le client en faisant comme si, mais derrière, on vit la même chose. Absolument, c'est le deuxième truc. Restabiliser les organisations, les risques psychosociaux qui sont, on est en septembre, on n'est plus en juin avec la perspective des vacances. Et puis le troisième volet, c'est on construit comment nos budgets, avec une incertitude majeure, avec probablement des réallocations de ressources à faire. Voilà. Ça, c'est un élément de contexte qui traduit le fait que je crois que la question de est-ce qu'on est dans l'ère d'après, le monde d'après, ainsi de suite, elle est derrière nous. Il faut être infiniment plus fin dans l'analyse de la réponse. Elle est beaucoup plus composite, elle est beaucoup plus nuancée. Je dirais que c'est intéressant parce que son pendant, c'est finalement que si on n'approche pas les questions d'innovation, de transformation de façon complètement systémique. Je veux prendre un exemple parfaitement caricatural, tout le monde est parfaitement conscient de ça autour de cette assemblée, mais si je ne traite que le e-commerce, que le social commerce, sans m'être assuré que ma supply et mes moyens logistiques suivent, je suis passé à côté du sujet. Et ils ont tous plus ou moins fait l'expérience dans la période. Alors et puis le dernier point que j'ai noté, moi intéressant, c'est que si on estime qu'on est encore dans la crise, au fond, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour s'adapter aux nouvelles circonstances de marché. Et je trouve qu'il y a là, alors évidemment c'est beaucoup plus facile à dire pour les entreprises qui étaient autour. Si on avait eu des gens de l'hôtellerie, de l'événementiel, du spectacle ou de l'aérien, on aurait probablement une photo un peu moins tranchée. Mais force est de constater que bon nombre des entreprises avec lesquelles j'ai parlé ont eu un niveau de réactivité et donc de compensation de la situation de crise absolument remarquable. Alors pour vous, Fabien, ce que vous avez pu voir dans ces discussions, et puis voilà ce sur quoi on vous appelle à débattre, à interagir, à donner vos idées, vos opinions, vos propositions aussi, parce que c'est le but de ce think tank. On va arriver à des nouvelles frontières pour les entreprises, c'est ça. On ne les repousse pas forcément, mais voilà, elles sont nouvelles, c'est des nouveaux objectifs. Alors sur un terrain de golf, ça reste quand même un fanion, mais parfois ce fanion, il va un peu bouger, le green va être un peu plus large. Donc c'est quoi ces nouvelles opportunités que l'on va voir, ces nouvelles frontières? Écoutez, en forme de transition, d'abord, un constat, responsabilité, durabilité, confiance, je les ai listés, traçabilité, réactivité, qualité de service end-to-end, montée en puissance du digital, agilité, contact, proximité avec le marché, collecte et valorisation de la data marché, service, omnicanalité, customer centricité, il n'y a rien de nouveau.
En revanche, un niveau d'accélération, de centration sur cette thématique-là, absolument spectaculaire. D'ailleurs, les COMEX s'en sont aperçus. Donc, pour tous ceux qui dépendent du niveau d'attention de leur COMEX, là, il y a un terrain de jeu qui s'est ouvert de façon pas inintéressante. Si je dois lister, moi, les grandes thématiques, le premier truc, vraiment, pour le coup, c'est l'omnicanalité. Et avec un niveau de prise en compte, en particulier quand on est du brick and mortar, ou alors qu'on est même un pure player, comment est-ce qu'on s'assure de faire en sorte que finalement, on n'impose pas un parcours unique à des clients qui, par ailleurs, sous contrainte de la période, ont pris l'habitude d'autres modalités d'engagement. Oui. Donc, comment est-ce qu'on fait en sorte de faire cohabiter plusieurs modèles d'engagement pendant une période suffisante pour être en mesure de déterminer quel effort mettre sur quel canal et puis quel canal prioriser à terme. Je vous interromps juste un instant, Fabien. C'est vrai que cet omnicanal, c'était un des mots-clés qui est arrivé, la première question que l'on a posée ce matin. Et n'hésitez pas, je vous le dis encore, il y a la session One-to-One Insight. Vous y allez, vous cliquez, vous votez, vous mettez des mots-clés derrière tout ça. Je vous invite vraiment à interagir parce que le but, c'est ça aujourd'hui. Vous n'êtes pas en face de nous là physiquement, mais vous êtes en face de nous derrière votre écran. Donc, participez à cette interactivité. Fabien, on poursuit un peu dans ces tendances. L'omnicanal. Alors, l'omnicanal, moi, avec une interprétation assez intéressante qu'on tient de nos amis du luxe, qui disent finalement, nous, on a une expérience extrêmement privilégiée en très grande proximité de nos clients dans les magasins. On est dans un mouvement autour du clienteling, par exemple, extraordinaire de faire en sorte de transposer cette expérience à l'extérieur du magasin. Donc, comment est-ce que j'apporte le même niveau de service, le même niveau d'intimité avec un client qui pousse la porte d'un beau magasin avenue Montaigne quand je n'ai pas accès à lui. Or, parmi d'ailleurs les personnes, les consommateurs les plus seniors de ces marques, bon nombre ont pris l'habitude maintenant d'aller sur les plateformes. Oui. Voilà, donc il se passe quelque chose là d'extrêmement intéressant et d'extrêmement fort. On a posé la question, dans le luxe, il y aurait plus de personnes à demander aux gens s'ils pensaient que après ce Covid-19, au niveau des marques de luxe, l'expérience de luxe, est-ce qu'ils iraient plus, moins ou pareil plus, qui est ressorti dans le sondage qui a été donné pendant l'interview d'Ian Rogers. Deuxième élément que j'ai noté, comment est-ce qu'on fait levier sur les assets dont on dispose quand on est un brick and mortar. Les produits, on repense les assortiments, le digital permet de le faire et il y a eu une très forte accélération de cette tendance. L'audience, la multiplication des marketplaces permet de multiplier le nombre d'audiences. Troisième élément, les magasins. Et les magasins, il y a un truc très astucieux qui est en train de se jouer là et on l'a entendu chez les télécoms et puis le retail dans son ensemble, qui est de dire finalement le magasin est un point de proximité quand on a une bonne couverture géographique. Il faut donner les moyens de l'animation extraordinairement proche avec l'ensemble, alors des leviers du clienteling, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais bien au-delà, avec l'ensemble des outils CRM, la capacité à aller chercher des disponibilités, à naviguer en dehors des limites physiques du magasin, dans le portefeuille de produits, dans le catalogue, avec les clients avec lesquels on est en échange. Et évidemment, plus on est vers le luxe, plus on apporte des services à très forte valeur ajoutée pour densifier la relation. Ça veut dire, Fabien, que pour les alors je ne sais pas si ça ressort, mais pour les marques, ça veut dire une nouvelle organisation toujours par rapport aux collaborateurs, parce que quand on est rémunéré sur le chiffre d'affaires de son magasin, si on envoie les gens sur Internet, on se dit, mais non, aujourd'hui, grâce à la data, on peut réussir à mettre tout le monde dans la même équipe. Quoi. On peut parfaitement traquer. Et d'ailleurs, il y a une tendance, il y a un certain nombre de pistes là, qui sont mises à l'étude par des gens que j'ai interviewés. Alors, je ne sais pas à quel niveau les choses sont confidentielles, donc je reste à l'échelle du pool, mais qui testent des solutions qui permettent de traquer, et c'est vrai aussi pour toute la partie social commerce, avec l'influence, en particulier en Chine, des key opinion leaders et de toute cette activation. Comment est-ce qu'on fait pour rémunérer, le terme est large, la contribution d'un acteur de la vente, alors qu'on n'est pas en mesure de dire, bah oui, c'est tel vendeur, puisque c'est dans tel magasin, et ainsi de suite. Donc il y a sur la traçabilité de ces activités, quelque chose qui est en train de se jouer de façon assez forte. Il y a une notion aussi qui sort assez fortement, c'est ce qu'on appelle le DISIC. Alors le DISIC, c'est quoi finalement? C'est le pendant du Figital.
on a réfléchi pendant 15 ans là, à l'intégration du digital dans le parcours physique. Et puis, finalement, peut-être que la bonne façon d'offrir cette omnicanalité, cette variabilité ou cette variété de modèles d'engagement pour chacun des consommateurs, c'est de penser un peu l'inverse, parce que finalement, certains nous disent 100% de mes parcours commencent maintenant par le digital, quel que soit le sujet. Donc, comment est-ce que j'intègre cette brique, qui est un de mes actifs fondamentaux, dans lequel, les magasins, s'entend, dans un parcours dont la dominante est digitale, et puis on a un verset digital, on l'appelle Dizic, on verra si ça prend. Voilà un petit peu le social commerce, je vous en ai parlé, je crois que tout le monde est bien conscient, les stratégies influenceurs sont absolument centrales et fondamentales. On voit les chiffres d'affaires des Facebook et de tous ces réseaux sociaux ils explosent, malgré des polémiques sur différents points, ça continue, la publicité est encore là, donc on voit bien cette influence pour les consommateurs. Écoutez, on a eu, alors pas dans ce quorum-là, mais l'un de nos clients nous a dit 252% de croissance par rapport à la situation normale, avec magasins ouverts. Alors évidemment, vous imaginez que ça soit plutôt en Chine. Voilà, 252% de croissance grâce au digital et au mécanisme d'influenceurs sur une catégorie. Bon, évidemment, ce n'est pas toutes les catégories, mais c'est quand même tout à fait significatif et à prendre en compte. Je vous interromps, donc n'hésitez pas, vous voyez tous ces thèmes-là, Dizic, dites-nous si ça vous intéresse, si ce terme vous interpelle aujourd'hui et signifie quelque chose pour vous. Donc sur le mode interactif, encore une fois, vous allez dans la session One-to-One Insight, vous cliquez, vous posez vos questions, vos réflexions, voilà, apportez-nous vraiment cette interactivité. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est le but de cette journée, c'est de vous présenter, il y aura des tables rondes, des gens qui vont vous parler des use cases, on va vous parler de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui va se passer, mais le but aussi, c'est de vous écouter et de nous faire remonter vos informations. Fabien, si on devait en synthèse les trois grands gagnants, les leviers, les thèmes qui devraient faire la différence là, dans les Écoutez, mois à venir. Je vais dis les commencer. mois parce que j'ai du mal à dire les années là en ce moment. Non, vous avez raison d'ailleurs, de façon très notable, j'ai entendu beaucoup de gens me dire, écoutez, on prévoyait à 9 mois, maintenant à 3 mois, on est à peu près, on se dit que c'est raisonnable. Voilà, donc ça donne une indication assez intéressante de la façon dont il va falloir capter de l'information marché, à quel cycle, et se mettre en situation d'agilité, de réactivité. Et peut-être que si les trois grands thèmes qui ressortent, à mon avis, de façon extrêmement forte, c'est finalement le dernier levier dont on a beaucoup parlé. Ça n'est pas une crise sanitaire, c'est une crise de la logistique. Je l'ai entendu, je le reformule parce que, évidemment, c'est provoquant. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à noter là. Et certains de mes interlocuteurs m'ont dit, nous, on s'est fait complètement dépasser. Et on s'est fait dépasser avec nos fournisseurs. Donc, on s'est retrouvé sur certaines catégories, tout simplement en rupture, avec des délais absolument invraisemblables et ainsi de suite. Donc, ça, c'est un enjeu absolument monumental. On a parlé beaucoup des boucles locales, de la traçabilité, de la fraise française. Je caricature à l'extrême. Le retour aux pas chers, produits pas chers et disponibles en grande quantité et rapidement est déjà installé. Alors on ne sait pas si la tendance va de nouveau s'inverser ou pas. En tout cas, il y a un truc qui est certain, c'est qu'une logistique qui ne suit pas permet pas, par exemple, de travailler. Et c'est peut-être un insight aussi intéressant à creuser sur cette notion d'e-commerce physique. Est-ce que le drive n'est pas au fond, et je l'ai entendu, je le reformule comme ça, une plateforme logistique au service de nos clients qui permet par exemple non seulement de faire du click and collect, la gestion des rendez-vous, on a vu des carnages autour de cette question-là et de vrais succès aussi. Est-ce que c'est pas finalement l'accès, le moyen aussi d'aller faire ses courses? Donc il y a un certain nombre d'idées qui vont infiniment plus loin que l'intégration du drive dans le portefeuille d'offres, mais repenser les hyper, en l'occurrence, c'est dont il s'agit, autour de la notion de drive, avec tous les leviers que ça permet de valoriser. Donc, et puis, le dernier point. Alors donc, si je devais sortir trois gagnants, la logistique, je viens de l'évoquer, le Dizic, la proximité, l'idée de tous vendeurs, vous en parliez tout à l'heure, l'émotion dans un parcours à dominante digitale, le lien personnel, les services, et puis le troisième, c'est vraiment l'omnicanalité, le sans couture, le fait de pouvoir moduler et varier les parcours d'engagement client, d'être beaucoup plus proche et beaucoup plus au service. La Customer Centricity, on en parle depuis 20 ans, peut-être qu'elle a pris un coup d'accélérateur absolument fondamental dans la période.
Eh bien, merci Fabien Romino, donc fondateur de Tribe & Co, qui va travailler donc sur l'animation, vous l'avez vu, enfin qui va poursuivre ce travail parce qu'on voit c'est très complet tout ce qui a été dit. Je pense que c'est une session à réécouter en replay parce que ça vous donne vraiment toutes les tendances. Et puis ça va peut-être aussi, on n'a pas le temps d'en parler, mais en mettre certaines de côté sur lesquelles on pariait à l'époque. On allait aller mettre des écrans partout dans les magasins, on allait faire de la réalité virtuelle partout dans les magasins. Il faut peut-être patienter un peu sur ces technologies. Voilà, on va voir tout ça. En tout cas, participez encore une fois. Hein, on vous le dira. Merci Fabien, merci Sonia d'avoir été avec nous pour cette session. Allez, un peu de chiffres, un peu de recul. On va prendre un peu de hauteur sur le marché, sur ce qui s'est passé. On va recevoir Thomas Husson, qui est analyste principal chez Forrester, pour parler justement. Alors, j'aime pas trop non plus cette expression, le monde d'après, mais voilà, au moins, on sait de quoi on va parler. Voilà, c'est tout de suite. Restez avec nous.